c'est sûr que le mécontentement vis-à-vis d'Ahmadinejad, et notamment d'ailleurs pendant on l'a vu lors des débats pour la campagne présidentielle, un peu oublié aussi, mais il y a énormément de critiques qui étaient faites à l'encontre d'Ahmadinejad, et pas simplement des candidats réformateurs, hein, aussi le candidat conservateur Rezaï sur sa gestion de l'économie iranienne. Il n'a pas réduit le taux de chômage, contrairement à ce qu'il avait dit. Il n'a pas développé la justice sociale, contrairement à ce qu'il avait dit. Au contraire, il a mené une politique démagogique de dépenses comme ça, très populiste de l'argent du pétrole, ce qui a conduit à une accélération de l'inflation qui avait atteint à peu près 25% d'inflation. Et puis, toutes ces politiques, ce qu'on l'accusait aussi beaucoup en Iran, c'est son manque de professionnalisme, son manque d'expertise. Il a écarté tous les experts qu'il avait autour de lui, il a contrôlé tous les pouvoirs, et en gros, que ce soit dans le domaine du logement, par exemple, il a promis beaucoup, et il a mené des politiques qui n'ont fait qu'accroître les difficultés. Donc il y a un vrai mécontentement économique, vrai mécontentement par rapport à la politique économique d'Ahmadinejad, ça c'est vrai. Il y a des régions qui sont vraiment à la traîne par rapport au reste. On pense au Sistan-Baloutchistan, au Kurdistan, qui sont en retard, qui a un retard de développement. Donc il y a un mécontentement réel en Iran. En plus, Ahmadinejad vient de prendre la décision, ça c'est aussi un vieux débat en Iran, l'Iran est une économie très subventionnée, de supprimer progressivement, alors je crois que lui veut le faire sur 3 ans, la plupart des subventions qui existent sur les produits en Iran, et avec cet argent économisé, de le redistribuer aux plus pauvres. Et tout le monde a très peur des conséquences inflationnistes de ce type de politique. Donc il y a un mécontentement en Iran. D'un autre côté, avec le prix du pétrole qui est en train de se relever, l'économie iranienne, c'est pas non plus, vous voyez, une situation de faillite où les gens meurent de faim. Il y a un certain nombre de elle est assez particulière, c'est-à-dire il y a un mécontentement économique. D'un autre côté, avec l'argent du pétrole, voilà, c'est comme, si vous voulez, c'est comme quelqu'un de très malade, qui a mal partout, qui a plusieurs maladies, mais enfin voilà, qui continue à fonctionner. Donc avec l'argent du pétrole, l'État arrive plus ou moins bien à faire face. Les importations, l'Iran importe énormément de produits de l'étranger, donc les magasins sont bien approvisionnés. Vous avez l'économie informelle aussi qui permet aux gens de compenser des salaires ou pas d'emploi du tout. Vous avez également des réseaux, la famille qui joue un rôle très important en Iran quand quelqu'un a des problèmes de l'entraide familiale. Vous avez des réseaux religieux aussi dans les mosquées des réseaux d'aide divers et variés. Donc c'est peut-être pas à l'organiser, mais disons ce qui permet à l'économie iranienne de ne pas tomber en faillite, si vous voulez. On peut penser, s'il y a des accélérations de l'inflation, il peut y avoir un certain nombre de foyers comme ça, mécontentement. Mais ce n'est pas le mécontentement économique par lui-même qui peut, à moins d'une crise grave, que le prix du pétrole s'effondre, qui peut poser des problèmes politiques au régime actuel. L'économie iranienne est une économie pétrolière. Donc, en gros, 80% des recettes en devises de l'Iran, c'est les exportations pétrolières. Les exportations pétrolières représentent 80% des exportations et 60% des recettes budgétaires. Deuxième point, c'est que justement du fait que l'État capte une grande partie de la richesse à travers cette richesse pétrolière, il y a un rôle économique fort de l'État centralisateur qui existe d'ailleurs depuis le père du Shah. C'est comme ça, l'économie iranienne a été modernisée par un État interventionniste, centralisateur, et qui a utilisé les revenus pétroliers. Ce qui veut dire que l'État a un pouvoir très très fort dans l'économie iranienne. Alors il n'y a pas de chiffre officiel, mais le secteur public domine encore, parce que c'est 70% de l'économie iranienne. Et les 30% restants, le secteur privé, ils ne peuvent pas vivre pour faire des affaires. Ils ont besoin de l'appui du secteur public. Donc ça c'est un fait. Et si vous voulez, l'économie iranienne, c'est une économie de réseau où rien ne se fait sans un réseau. Donc le secteur public va prospérer justement parce que il est dans le secteur public, et même le secteur privé, pour faire des affaires, a besoin du secteur public, de l'État pour prospérer. Et on sait que les opérations les plus profitables
comme par exemple les importations. Alors les importations officielles et aussi ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est tout ce qui est de la contrebande en Iran. Mais pour ça, si vous voulez, pour mettre en place ce type d'opération en Iran, vous avez besoin d'appui de l'État et d'appui politique. Et donc là, effectivement, c'est qu'on a tout un certain nombre de réseaux qui prospèrent parce qu'ils ont les appuis politiques. D'autre part, pour avoir des crédits bancaires en Iran, bon, le système bancaire est très largement dominé par le secteur public, vous avez besoin d'appui politique. C'est très difficile autrement d'avoir des crédits. Bon, mais les entreprises des passes d'Aran, avec leur appui politique, il suffit d'un coup de fil pour obtenir le déblocage des fonds. Pour avoir des autorisations pour importer des licences d'importation, vous avez besoin d'appui politique. Pour construire un réseau, comme je disais, d'importation parallèle. Il y a eu plein d'opérations de rachat d'entreprises publiques par les passes d'Aran et par les fondations religieuses. Ça n'a pas commencé que sur Ahmadiyya depuis très longtemps. Ça, forcément, derrière, vous avez des rapports de force politiques. Les fondations religieuses, il n'y a pas de chiffres officiels. Il y a un manque de transparence dans l'économie iranienne. Bon, les fondations religieuses publient pas de chiffres officiels, mais on sait qu'elles représentent, je ne sais pas moi, on va dire au moins 10% peut-être de l'économie iranienne. Elles ne payent pas d'impôts. Elles ne sont pas auditées par l'État et ne rendent des comptes qu'au guide. Elles ont d'énormes appuis politiques. Et en gros, dans cette économie de rente, vous avez besoin de soutien politique. Bon, en fait, en gros, ils se sont mis sur tout ce qui rapportait de l'argent. Ils ont racheté les entreprises qu'ils voulaient. Ils peuvent effrayer. On a plein d'histoires. Ils effrayent dès qu'ils ont un concurrent menaçant. Ils l'effrayent, etc. Donc, ils ont construit des monopoles. On a la Fondation des Déshérités, qui est la plus grosse fondation, qui est un énorme conglomérat, qui va dans la pétrochimie, dans le pétrole, dans les jus de fruits. Dans le sucre, enfin, ils sont partout, dans tous les secteurs, donc pour vous donner une idée de leur puissance économique. Vous avez les passes d'Aran qui ont énormément développé leurs activités économiques. Alors c'est pareil, on ne sait pas, il n'y a pas de chiffre exact, mais les passes d'Aran sont très présents dans la construction. Il y a eu des appels d'offres. Normalement, il y aurait dû y avoir un véritable appel d'offres quand c'était une société de construction des passes d'Aran qui s'appelle Ratem. Comme c'était les passes d'Aran, il n'y a pas eu d'appel d'offres, alors que au-dessus d'un certain montant, il doit y avoir des appels. Donc ils ont eu plein de contrats de milliards de dollars de cette manière. Ils ont développé des activités économiques dans pas mal de secteurs divers et variés. Et là, on ne sait pas combien ils représentent dans l'économie iranienne, mais ils représentent un point important. Donc, c'est pour ça qu'on a un système économique très rentier, de redistribution. Et donc, quand vous avez le pouvoir politique derrière, comme les fondations, comme les passes d'Aran, comme des réseaux proches, on parle, en Iran, il y a beaucoup d'histoires concernant les fils des religieux, on appelle Arazadeh. Donc toute la famille proche des religieux qui sont bâtis des empires. Donc il n'y a pas que les conservateurs, il y a un certain nombre de réformateurs aussi qui ont largement profité du système. Donc ça c'est une vraie caractéristique du système politique iranien.